Bonjour à tous. Alors peut-être un petit mot sur Génération Libre. On est un think tank un peu particulier à deux titres. D'abord parce qu'on a des idées relativement arrêtées sur beaucoup de sujets et assumées d'orientation libérale. Et d'autre part parce que par rapport aux plus gros think tanks comme Montaigne, Jean Jaurès, Terra Nova, on refuse strictement et l'argent public, les subventions, et les commandes d'entreprise, et l'argent d'entreprise, pour la raison de rester indépendant. Et donc on a quelques grands combats matriciels. On est là pour apporter plus de liberté dans ce pays. Donc on a des grands combats matriciels que sont avoir un régime plus parlementaire, en tout cas, et je vais vous en parler juste après, rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif notamment, décentraliser, avec l'idée qu'il faudrait qu'on ait des collectivités, des communes, des régions qui puissent exercer elles-mêmes des compétences en levant elles-mêmes leurs propres impôts sans être dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'État, pour là encore rapprocher le pouvoir des administrés et des citoyens. Puis la simplification normative, fiscale, qui emporte des grandes propositions de politique publique pour lesquelles on est connu, notamment un revenu universel, qui s'appuie sur un système d'impôt négatif, sur la généralisation de la tarification carbone. Donc on a en ce moment même notre expert qui parle sur la table ronde dans l'auditorium. Et après on intervient sur beaucoup de sujets, on défend plus d'autonomie pour les établissements scolaires publics, on défend aussi la légalisation du cannabis, de la GPA, une part de capitalisation pour les retraites. Donc voilà, on intervient sur beaucoup de sujets. Et donc pour en venir à la démocratie représentative, moi j'ai la conviction qu'aujourd'hui notre premier problème, il est institutionnel. Donc tout le monde ne partage pas forcément ce constat, mais je crois que le problème c'est qu'en France, en fait le pouvoir tient entre les mains d'un seul homme et pas des 577 députés qui étaient en 1958, y compris dans la Ve République. On a publié un recueil où on ne remet pas tellement en cause de la Ve République, on peut revenir au départ. Et au départ, avant 1962, on n'élit pas le président de la République au suffrage universel direct, donc les seuls dépositaires de la souveraineté nationale, les seuls représentants directs sont les 577 députés. Or, puisque maintenant on élit le président de la République au suffrage universel direct, on a une concurrence de légitimité, puisque le président peut se prévaloir d'une forme de mandat global et forfaitaire aussi puissant que les 577 mandats. Et puis par ailleurs, on a ce qui est bien connu, l'alignement du calendrier, le quinquennat, etc. Donc tout un tas de phénomènes qui ont accéléré un régime excessivement présidentialisé en France. Donc je rêve en fait d'une France qui ne soit pas gouvernée par un seul homme, mais par 577 hommes et femmes qui seraient obligés de travailler ensemble, de former des gouvernements, de former des coalitions pour former des gouvernements, et donc d'avoir des gouvernements responsables devant cette représentation nationale. Et je pense qu'il est plus important aujourd'hui de restaurer cette démocratie représentative, puisqu'il vaut mieux avoir 577 personnes qui reflètent à un instant T, dans le cadre d'une élection, une diversité d'opinions, plutôt qu'un seul homme à qui on donne un mandat forfaitaire et global et qui va décider pendant 5 ans. Puis en plus, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous faites beaucoup de votes par défaut ou par dépit, et une fois tous les 5 ans, et en plus, ça n'est pas le seul vote qui compte. Donc, sortir de ça. On développe tout un tas de propositions, peut-être revenir sur le suffrage universel direct justement, même si culturellement on y est très habitué. Même si je tiens à rappeler qu'entre 1870, enfin même quasiment 1848 et 1965, à part celui qui est devenu Napoléon III, on n'avait jamais élu de président de la République en France, et on s'en portait pas si mal que ça. Et la Troisième République, assez particulière, a permis d'établir tout un tas de grandes lois fondamentales qui sont toujours là, sur la liberté de la presse, sur l'éducation, et qui ont constitué un vrai progrès libéral en France. Et on a su gouverner malgré tout le pays. Donc, ce rêve-là, en fait, correspond à une réalité dans la plupart des démocraties libérales aujourd'hui. D'abord dans le temps, parce qu'on l'a connu notamment sous la Troisième République,
mais dans tous les régimes, même ceux qui se rapprochent des nôtres, dits semi-parlementaires, semi-présidentiels, je pense à la Pologne, je pense à l'Autriche, où on élit aussi directement le président de la République, parce que le domaine réservé n'est pas aussi conséquent, ou parce que le Parlement a un peu plus de pouvoir, c'est pas à ce point-là le président dans ces pays qui décide de tout. Dans un régime complètement présidentiel, ce qui est un peu moins mon option, mais comme les États-Unis, le Congrès de fait a beaucoup plus de pouvoir. Enfin, il vote vraiment le budget. Vous voyez, on a toujours ce problème en fin d'année que s'il ne vote pas le budget, on ne pourra pas payer les fonctionnaires. Donc le Congrès américain est plus puissant face au président. Et puis, on a en réalité tout un tas de pays avec des cultures différentes. Le Royaume-Uni autour de nous, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, qui eux, en réalité, sont des régimes parlementaires dans les faits, et qui fonctionnent, bon an, mal an, plutôt bien, puisque je considère que le fameux gage de stabilité de la Ve République, on ne voit plus aujourd'hui, puisque depuis 20 ans, on ne réforme pas tant que ça structurellement les choses, et c'est pas parce qu'on a un fait majoritaire et un président qui s'occupe de tout, mais qui paradoxalement est très faible en fait, parce qu'il s'occupe de tout, parce qu'en réalité il est quand même dépendant de l'opinion et qu'on est dans une forme de populisme aussi, on ne fait pas de grands changements. Et à l'inverse, ça va empêcher Gerhard Schröder en Allemagne avec un système de coalition de faire des réformes structurelles au tournant des années 2000. On a pu avoir Cameron, on voit ce qui se passe même avec Mélanie aujourd'hui, c'est intéressant, même les extrêmes du coup sont obligés de composer avec d'autres partis pour gouverner. Donc c'est aussi une forme de gage de stabilité démocratique de mon point de vue. Donc ce rêve en fait est une réalité et même une règle dans la plupart des démocraties libérales qui nous entourent. Donc je pense que c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut d'abord se préoccuper de ça plutôt que de mettre en place des outils de démocratie participative. Évidemment, je ne suis pas du tout contre les conventions nationales, il y a énormément de choses à imaginer, mais le premier problème en France, c'est qu'on a cassé la démocratie représentative, on a cassé le système des partis politiques, on a cassé le système d'une représentation nationale. Et donc on aggrave le populisme et tous ces outils qui ont pu être développés depuis... c'est pas forcément de sa faute, quelque part il fait avec l'existant, enfin c'est peut-être sa faute parce qu'il ne propose pas une réforme des institutions, mais tout ce qu'a pu développer Macron depuis son premier mandat, en réalité, ont été décidés par lui et ont aggravé une relation directe entre un homme et le peuple, sans filtre d'une certaine façon. Les conventions nationales, le grand débat, etc. Donc la démocratie participative c'est bien, on en parle beaucoup, mais en fait je pense que c'est pas le sujet prioritaire, de la même façon que le référendum n'est pas le sujet prioritaire pour moi. Alors il y a mille et une formes de référendum, mais aujourd'hui ceux qui demandent le référendum en fait accentuent aussi cette dérive populiste en imaginant en fantasmant un peuple qui déciderait à un instant T, alors même que son opinion est malléable, sur tous les sujets et de façon forfaitaire et globale sur l'immigration. Ça serait quoi un référendum sur l'immigration? Je ne sais pas, ça va être un référendum sur quel type de projet de loi? Enfin, c'est encore une fois une vraie dérive populiste, alors que dans une démocratie, de mon point de vue parlementaire, on donne d'abord le pouvoir à des représentants. Et je pense que tout ça devrait aussi s'accompagner d'un deuxième grand volet institutionnel qui est de donner du pouvoir aux collectivités, puisqu'en réalité on n'a jamais décentralisé. On dit qu'on a fait 2-3 actes de décentralisation, mais globalement ce qu'on a fait c'est surtout déléguer des compétences à des collectivités et simultanément on a progressivement recentralisé toute la fiscalité un peu autonome qui existait. Encore récemment la taxe d'habitation et on n'est peut-être pas très loin d'en arriver à la suppression même de la taxe foncière, parce qu'en plus ça serait sympathique encore une fois d'un point de vue populiste, sauf qu'on sera en train d'achever totalement une recentralisation de la fiscalité et comme collectivité c'est assez simple, si vous exercez une compétence mais qu'en fait vous récupérez une part d'impôt national et que vous négociez avec l'État, moi j'appelle pas ça de la liberté, et en plus ça ne permet pas la responsabilité de ces acteurs vis-à-vis des électeurs, et les électeurs eux-mêmes ne sont pas responsabilisés ou ne peuvent pas tenir comptable leurs décideurs de comment est investi l'argent pour une piscine, les routes, les écoles, que sais-je. Donc je pense que le deuxième grand choc, ça serait de décentraliser réellement, et notamment d'un point de vue fiscal. Et donc en conclusion, parce que je vais aller un peu vite, je suis ni politiste, ni
prof ni constitutionnaliste, mais je pense que comment dire, la règle d'une démocratie libérale aujourd'hui dans le monde, c'est quand même le parlementarisme, en tout cas un parlementarisme plus fort qu'en France, et que la France se grandirait à ne pas être l'exception qui en plus ne confirme pas la règle. Voilà. Donc si vous avez des questions, on peut peut-être faire comme ça. J'étais peut-être censé parler plus longtemps, mais... Je passe le micro. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez-y, allez-y. Je m'en occupe. Bonjour, je me présente Vincent Maniel Maton. Merci. Merci pour ce discours, c'est exactement ce que je pense et je suis très heureux de l'entendre. Oui, vous avez raison, le pouvoir réside essentiellement dans le législatif. Comme dit Rousseau, qui n'était pas libéral, mais en soi, il a raison. Le législatif, c'est la tête. L'exécutif, c'est l'exécutant, c'est la main. Et en fait, le régime parlementaire, c'est on élit les députés qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs électeurs et à personne d'autre. Pas au président, à personne d'autre. Et là où je me rejoindrai enfin, c'est que notre régime, la Ve République, même avec l'élection directe du président de la République, est un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire. On en est arrivé au présidentialisme, mais c'est un dévoiement des institutions. Le président de la République n'a que 3 missions. Il est chef des armées, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide d'envoyer les armées, c'est le Parlement qui décide et lui qui est le commandant en chef. Il est garant des institutions, donc de fait il n'a pas à se mêler de politique. Le président de la République, le locataire de l'Élysée, n'a pas à se mêler de politique de tous les jours. Et troisièmement, il est détenteur du feu nucléaire et on espère qu'il n'aura jamais à s'en servir. À part ça, c'est pas le Et donc, pour conclure, la Troisième République, c'est vrai, mais la quatrième aussi. Le programme nucléaire, c'est la quatrième. La dissuasion, c'est la quatrième. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est la quatrième. Pourtant, t'as le temps de crier. Je vous remercie encore. Moi, je voudrais vous faire part de mon désaccord total. Très bien. Je voudrais vous faire part de mon désaccord total parce que la constitution dont nous parlons est une constitution qui a été déviée à plusieurs reprises. On n'est plus du tout dans la constitution que voulait le général de Gaulle. Je suis d'accord avec ça. Première déviation, ça date de Giscard. Le président n'a pas considéré qu'il était de son devoir de démissionner quand il était désavoué par un vote populaire, qu'il soit constitutionnel ou qu'il soit législatif. Avec De Gaulle, tous les ans, pratiquement, on avait droit à la parole. Entre les élections locales, les élections nationales et les référendums, on avait toujours la possibilité de s'exprimer. Deuxième déviation, alors ça c'est impardonnable, on a réduit le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. On est dans une période où on est beaucoup trop obsédé par le temps court, alors qu'une bonne stratégie exige qu'il y ait des gens qui sont en charge du temps long. Et ce qui distingue le président du Premier ministre, en dehors du fait que le président gouverne et que le président préside et que le chef du gouvernement gouverne, c'est que le président est garant du temps long, alors que le Premier ministre gère la France. Troisième déviation, on a mis en place une centralisation qui est de plus en plus excessive. C'est-à-dire qu'on a vidé les instances locales de leur pouvoir et tout maintenant se décide à Paris. Et enfin, quatrième déviation, le président a exercé son pouvoir de façon de plus en plus autocratique. Beaucoup plus que de l'autre. Et à chaque président, ça augmente. Donc, je considère qu'on n'est plus dans une constitution, enfin dans la constitution de départ. Le système que vous avez décrit ressemble étrangement à celui de la Troisième et de la Quatrième République, et quand il y a beaucoup d'histoire, je peux vous dire que la Troisième République a été fabuleuse jusqu'en 1920, grosso modo. C'était l'époque où on faisait l'apprentissage de la République, et elle a fait des choses extraordinaires, elle n'est pas peu dans notre victoire de la guerre de 1914-1918, mais à partir de 1920, elle s'est abîmée dans la passivité, dans l'inefficacité, dans l'impuissance. Elle nous a amené à la situation de 1939-1945.
1940. Et la 4e République, malgré d'indéniables réussites, a continué sur le même terrain. Où vous avez un risque de pouvoir excessif chez le président, où vous avez en gros le bordel. Alors aujourd'hui, moi j'oserais bien une réforme un peu audacieuse. Je redonne 7 ans au président de la République. Je redéfinis clairement la sphère de responsabilité du président et la sphère de responsabilité du gouvernement. Je raccourcis d'1 an la durée de la législature pour que chaque président, pendant son mandat de 7 ans, ait à affronter au moins, plus s'il y a des solutions, 3 législatures différentes. Ce qui va l'obliger donc à tenir compte des expressions qui sont exprimées par le peuple. Je redéfinis complètement la décentralisation. J'accorde beaucoup plus de pouvoir, alors soit aux régions, soit aux départements. Et voilà. Et je pense que comme ça fonctionnerait mieux. Je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous. Alors, je pense qu'on n'est quand même pas autant en désaccord, mais je me suis peut-être mal exprimé. D'abord, je commence par la fin. Vos diverses propositions, j'en profite, petite page de promotion, figure parmi un catalogue de propositions diverses et variées, parfois antagonistes, d'évolution de la Ve République, donc dans un recueil qui s'intitule « Déprésidentialiser la Ve République », il est tout au fond dans la salle. En fait, globalement, nous, on est sur l'approche de revenir à la Ve République originelle. Donc, du coup, je vous rejoins, puisqu'on est bien d'accord pour dire que le garde-fou du général de Gaulle, qui considérait que s'il était désavoué par un vote populaire, devait partir, le temps long, enfin tout ça, on est absolument d'accord. Donc l'enjeu, c'est de revenir au tout début, et même avant 1962, de mon point de vue. Alors, on sait que de Gaulle, voilà, je vais y venir. Mais en fait, le général de Gaulle remettait son mandat en jeu, et a effectivement remis son mandat en jeu, en cas de référendum perdu, ce qui a fini par arriver. Mais ça, c'est une règle non écrite de la Constitution. Et donc, on s'appuie sur le bon vouloir ou la bonne éthique d'un homme pour garantir le bon fonctionnement de cette Constitution. Ça m'apparaît quand même pas être la meilleure des choses à faire. En tout cas, ça, c'est un de mes grands arguments, justement, contre cette élection suffrage universel direct. Je pense aussi que, parce que c'est compliqué dans le débat, le sujet d'institution est à la fois simple et complexe, mais surtout tous ceux qui ont un avis là-dessus, et y compris des grands ponts, des constitutionnalistes, des politiques, personne n'est d'accord puisqu'il y a 36 000 formules possibles, et donc je pense que ça contribue à faire échouer la mise à l'agenda prioritaire de cette question des institutions. Et qu'à un moment donné, quand on fait de la politique, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas des think tanks, ou n'est pas mon cas, mais il faut verser au débat quelque chose d'extrêmement simple à faire comprendre aux Français, et donc de façon en miroir un peu quelque part avec ce qu'a fait le général de Gaulle en 62, en forçant un peu d'ailleurs la main contre tous les intellectuels, contre tous les partis politiques évidemment, qui avaient des rentes à protéger, mais je pense aussi qu'ils défendaient une conception solide des institutions, enfin Pierre Mendès France et d'autres qui n'étaient quand même pas nés de la dernière pluie. Je pense qu'en miroir, on pourrait proposer comme débat, enfin si j'étais politique c'est ce que je ferais, de revenir sur ce référendum de 62 et de dire à partir de maintenant on arrête de tourner autour de l'élection présidentielle permanente qui est devenue la France, on arrête de tourner autour de la figure d'un seul homme et on redevient une vraie démocratie parlementaire libérale. Donc il y a aussi cet intérêt de mon point de vue, j'allais dire marketing et à proprement parler politique, que de proposer une mesure simple qui peut être discutée pendant un certain nombre de mois dans le débat public et qui, je pense, est plus compréhensible pour le grand public. Donc je me mets à la place d'un responsable politique, comme une fois ce qui ne serait pas forcément mon rôle. Après, je suis d'accord avec vous, et donc il y a énormément de... T'as toutes les propositions qu'on explore. Je peux réagir sur ce point ? Oui, allez-y. Je m'étais noté d'autres trucs, mais tant pis pour répondre à tous vos points. Il y aurait à la limite un moyen terme pour le problème de l'élection du président de la République au suffrage universel. Moi, j'aime bien la notion de monarchie non dynastique. La France est une monarchie non dynastique. Mais
Bon, d'abord, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais le président de la République en 1958 ou 59, je ne sais plus, n'a pas été élu par les députés, les sénateurs. Il a été élu par un collège d'environ 10 000 personnes, je crois. Il y avait... Je crois que c'est 80 sous la 4e, non, 80 000. Sous la 4e République, je ne suis pas un expert, mais je suis sûr, sous la 4e République, c'est soit seulement la chambre basse ou les deux chambres, et effectivement, c'était un collège. Là, c'était un collège qui englobait une partie des élus locaux, en fait. Ouais, exactement. Moi, à la limite, s'il fallait aller à rebours du suffrage universel, mais vous ne retirerez pas le suffrage universel, ça passera jamais. Mais Vous êtes imaginons. Je dirais, on fait élire le président de la République par la totalité des élus locaux. Tous. 58, y compris le conseiller municipal d'un petit village de 30 habitants, s'il y en a. Mais, alors par contre, là, il y a un point que vous soulevez et qui me fait réfléchir, parce que là, je ne sais pas répondre, c'est effectivement, De Gaulle avait une très grande idée de ce qu'était la démocratie. Il voulait être sans arrêt en phase avec ce que voulait le peuple français, mais il trichait un peu aussi quand même, hein, parce qu'il savait bien que quand il disait « si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais », mais il y a quand même un jour où il a dit « si je n'obtiens pas une majorité, ou si la majorité que j'obtiens n'est pas suffisamment significative, c'est pas loin quand même, j'en tirerai les conséquences ». Mais d'ailleurs, on dit, si vous connaissez bien, je crois qu'on dit qu'il s'est dit précisément ça vers 68, 69. Non, il l'a dit bien avant. Non, mais qu'il se l'est posé réellement dans la pratique. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais il s'est... mais même sur 68, il s'est quand même toujours posé la question de, en fait, c'est un coup d'arrêt, je suis désavoué, je pars. Oui, qui, je crois, était honnête, celui... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que il faudrait peut-être qu'il y ait quelque part dans la Constitution, c'est difficile à rédiger, mais quelque chose qui dit si le président prend à propos d'une élection locale, d'une élection nationale, une position claire et qu'il est désavoué par le vote français, il faut qu'il en tire les conséquences. Mais en même temps, il ne faut pas donner l'impression, moi je serais plutôt partisan que l'Assemblée ne puisse plus renverser le gouvernement et que le président ne puisse plus dissoudre l'Assemblée. Et qu'on ait une Assemblée probablement à la proportionnelle, parce que si on est avec le système électoral actuel, quoique ça a été démenti pour les dernières législatives, on risque d'avoir de façon faciale une majorité, mais à partir du moment où on prend une décision, elle n'est pas exécutée, parce que comme la majorité du peuple n'en veut pas, ça bloque. Donc je crois que si on n'a pas une culture de discussion et de compromis, on ne pourra faire aucune réforme. Donc la proportionnelle me paraît quand même envisageable si on a en face un président fort. Voilà, donc je voulais juste réagir sur cette proposition-là. On finira peut-être à force de discuter par se mettre d'accord. Bon bah, vous pouvez rester. En tout cas, je pense ce qui fait consensus, c'est qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs exécutifs, législatifs. Et voilà, exactement. Et ceux qui en sont convaincus, il faut qu'ils trouvent des moyens chez les politiques ou nous, en tant que citoyens, de porter ce sujet-là. Voilà, merci. Pardon, du coup, on a...